des mots pour dire qui on est, qui on veut devenir. Des mots qui crient, des mots qui pleurent, des mots qui rient, des mots d'amour couchés sur le papier. Né à Montréal, Michel Plummer partage maintenant sa vie entre les cantons de l'Est et la Chine du Sud. Ces deux géographies nourrissent sa vie et son travail. Son premier roman, publié chez Marchand de Feuilles, Jardin sablier, a remporté le prix Alfred Desrochers et a aussi obtenu une mention spéciale du jury pour le prix Anne Hébert. HKPQ, son second roman, a pour sa part remporté le prix France-Québec. Michel Plummer travaille présentement à l'écriture du dernier tome de sa trilogie Dragonville. Michel Plummer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, c'est avec tellement de plaisir. Alors, vous nous parlez aujourd'hui de 3 lectures significatives, 3 livres qui ont été vraiment importants dans votre parcours de lecteur. Oui. Et vous commencez avec une bande dessinée, en fait. Oui, avec le Lotus bleu d'Hergé. En fait, un livre que j'ai découvert à 9-10 ans, mais qui m'a complètement marqué et qui a en fait effacé tout ce que j'avais lu avant, je dirais. C'est comme si c'était mon premier livre, ou en tout cas certainement mon premier livre adulte. Donc dans le Lotus bleu, on est à Shanghai, on est dans les années 30, on est avant la Révolution. Donc, dans une Shanghai très romantique, avec les femmes Manchipao et tout ça. Et bien, il y a une intrigue politique, on parle d'espionnage. Des thèmes d'adultes. Oui, c'est ça, de contre-espionnage, d'usage de drogue. Il y a même des consuls de pays étrangers qui font usage de la drogue et on les voit et on lit ça dans l'album. Donc, après le Lotus bleu, pour moi, là, il y avait pas de retour. Il y a un avant et un après oui, la lecture. Oui, je peux pas revenir à la comtesse de Ségur après ça. Là. Ça, c'était clair. Donc, ça a effacé toute la bibliothèque verte, la bibliothèque rose. C'est ça. Et certainement, ça m'a vraiment allumé au niveau de rencontrer ce Tintin aventurier qui saute sur des paquebots comme dans un autobus. C'est sûr que ça m'a vraiment allumée comme jeune fille, là, comme enfant. Ouais. Vous parlez donc ensuite de Colette. Oui. Je ne sais pas à quelle période de votre vie ça correspond, cette découverte-là. Colette, donc ça a dû venir après, finalement, le Lotus bleu. Colette, c'est 10 ans après le Lotus bleu. Donc, c'est 18 ans, de 17 peut-être à 21 ans. Et en fait, j'ai choisi Sido. On voit, elle a écrit Sido dans les années 30. Je pense que la forme définitive de Sido, on est vraiment en 1930. Et elle a déjà produit beaucoup d'œuvres romanesques. Mais là, elle fait un retour dans sa famille. C'est ça. Son enfance. Voilà. Donc, Sido qui est séparé en 3 parties. Le volet Sido qui est la mère de Colette. La deuxième partie qui est le capitaine, donc le père de Colette. Et la 3e partie, les sauvages, qui sont les 2 frères de Colette. Et on voit le recul qu'elle a. Et le fait, je pense, qu'elle a trouvé du plaisir à ne pas avoir de contraintes là, d'un roman où il y avait une histoire, une intrigue. Il n'y a pas d'entourloupette de romantisme. On est vraiment dans la famille. Et c'est ce regard amoureux qu'elle peut porter envers sa famille. Oui, c'est ça, avec le recul qu'elle a. Et je dirais que pour moi, j'ai quitté ma famille très jeune et de façon assez abrupte. Et quand j'ai découvert Sido, je pense que j'étais prête là, à voir la famille comme un cocon et à voir que
que Colette avait, en fait, tout ce qu'on voit dans ses romans, tout le regard qu'elle porte sur le monde, elle a appris ça dans sa famille, auprès de Sido, de sa mère, et aussi dans ce lieu, dans son lieu d'enfance qui est Saint-Sauveur. Milieu rural. Rural, village. Mais où, dans Sido, oui, elle nous décrit les membres de sa famille, mais toujours en lien avec le village alentour aussi. Et c'est vraiment, c'est la map monde de Colette. C'est un peu la genèse, finalement, de ce qu'elle est, de sa personnalité, de son rapport au monde, un petit peu. Oui, et du regard toujours amoureux qu'elle a envers son sujet dans l'écriture. On voit où elle a eu quand même un plein d'amour, même si elle a quitté, elle aussi, un peu en catastrophe, là, sa famille, puis que... Bon, les liens familiaux n'étaient pas toujours faciles, puis qu'elle a fait une vie de scandale, surtout jeune femme, là, c'est ça. Alors, vous nous amenez ensuite dans un tout autre univers, cette fois-ci, Léviathan de Paul Auster. Oui. Donc, une lecture coup de poing un peu, je ne sais pas pour vous. Coup de poing qui m'a laissé en état de choc, en mille miettes, pendant des mois après. Et je me souviens de cet état-là encore. Et ça, c'était vraiment, on parle beaucoup de chance et de jeu de miroir et de hasard dans Léviathan. Oui, complètement l'univers de Paul Auster, mais c'est une amie qui m'a guidée vers Paul Auster. Je l'aurais découvert, mais probablement beaucoup plus tard. Donc, avec Léviathan, bon, qui a été publié en 1992, on est, je pense, au milieu de l'œuvre de Paul Auster, à peu près. Ben, je découvre cet univers de New York, de Brooklyn, et un univers d'écrivain. Moi, j'étais pas sur un parcours d'auteur. Je suis venue à l'écriture assez tard dans ma vie. Et on a dans Léviathan une espèce de superposition d'écrivains. Donc, on commence avec Peter Aaron, donc P.A. Paul Auster. Bon, c'est toujours un petit peu le jeu que Paul Auster, le truc qui nous joue toujours, le tour qui nous joue. Donc, ce Peter Aaron qui est un écrivain. Et on commence avec la FBI qui lui annonce que son meilleur ami s'est fait exploser avec une bombe qu'il est en train de fabriquer sur le bord d'une route dans le nord du Wisconsin. Et Peter Aaron se réfugie dans une cabane au Vermont, ayant appartenu à cet ami qui s'est fait exploser. Et il s'empresse d'écrire le récit, en fait, l'histoire de vie de cet ami qui est mort. Et on part de la vie de... Et cet ami est écrivain, lui aussi. Donc, on a, voilà, les trois écrivains. Et donc, cet ami, qui s'appelle Benjamin Sachs, on le rencontre au début du roman. C'est un jeune auteur... plein d'espoir, qui est plein de libido aussi, et qui croque dans la vie. Et tout au long d'un récit palpitant, rocambolesque, truffé de hasard, tellement improbable, et il y en a tellement que ça nous oblige à réfléchir sur le fait que finalement, la chance et le hasard entrent en ligne de compte pour tous les événements de notre vie. Au début, on se dit, hey, c'est un peu... on est allé chercher ça loin. Mais il le fait à répétition, avec tellement d'adresse. Et c'est tellement étonnant, les recroisements de tous les personnages par le fait du hasard, qu'on se laisse porter, finalement. Et Michèle Plameux, merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait plaisir d'avoir partagé ces lectures avec nous. Merci à vous. Né sous le soleil antillais, Alexis Delancère vit au Québec depuis plus de 20 ans.
Il est journaliste, chroniqueur et présentateur de nouvelles à Radio-Canada et au Réseau de l'information. Lecteur compulsif et gourmand, Alexis Delancer ne pourrait imaginer sa vie sans un livre à la main avec un petit air de jazz en sourdine. Alexis Delancer, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté, plaisir. Ça nous fait plaisir. Alors, vous nous parlez aujourd'hui de 3 lectures qui ont été marquantes dans votre parcours de lecteur. Bien, d'abord, le choix est difficile. Oui, c'est un exercice ardu. Exercice ardu. Je m'y suis adonné avec beaucoup de plaisir, mais je vous avoue que ça a été ardu. Hein? Ces 3 lectures, c'est très peu dans un parcours de lecteur. Ce qui nous mène à la première lecture, n'est-ce pas? Samarcande, d'Amin Maalouf. D'Amin Maalouf. Donc, Amin Maalouf, au départ très peu connu, c'est un Libanais d'origine qui a vécu en Égypte, mais Libanais d'abord et avant tout, qui a vécu à Beyrouth, a été journaliste pendant un certain temps, chrétien lui-même. Samarcande, c'est l'histoire d'un homme. C'est l'histoire également d'un lieu et c'est l'histoire d'un ouvrage, si on veut. L'homme, c'est Omar Khayyam, grand poète, philosophe, penseur, mathématicien, astronome, très avant-gardiste pour son époque, un peu comme Avicenne. Et puis, donc, poète de l'amour, du vin, des femmes. Et aussi, il célèbre la vie, finalement. C'est un rebelle aussi par rapport au... Oui, dans le contexte où il... L'ordre établi et tout ça qui conteste... et qui conteste et qui participe à la société de son temps en faveur d'une certaine pacification, puisqu'il y avait énormément, on est ici, donc en Asie centrale. Samarcande, ça c'est le lieu, je disais qu'il y avait aussi un lieu. Samarcande, c'était un des joyaux du monde arabe et de l'Asie mineure. Et puis c'est là que nous replonge donc avec beaucoup de talent, je dirais, Amin Maalouf, dans une écriture très, très classique, somme toute, mais très agréable. Et là, on suit aussi l'histoire de ces roubayats, de ces quatrains écrits par notre ami Khayyam, et on les suit dans le temps, un peu comme le violon rouge au cinéma. On suivait l'histoire de ce violon-là. Bien, c'est l'histoire de ces quatrains qu'on suit. Au départ, il sombre avec le Titanic. Ça, c'est fictif complètement, nous dit Maalouf par la suite. Le dernier, le seul, donc la seule édition originale, recouverte de rubis, tombée dans les abysses finalement. Et par la suite, on remonte dans le temps et puis là, on suit le parcours de tout ça. Samarcande, je note au passage que c'est maintenant en Ouzbékistan, mais ça continue à être, ça a toujours marqué les esprits comme étant un des grands lieux sur le plan architectural, culturel et tout, où se sont passées beaucoup de choses. Ah, mais merci Alexis, ça nous donne envie de lire ou de relire Amin Maalouf. Oui. Là, vous avez choisi un titre, une œuvre colossale. Colossale, c'en est une, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est dans son édition, donc en espagnol, Rayuela, de Julio Cortázar. Il faut dire que moi, ma langue première n'est pas le français. Je suis né sous les Antilles et dans le monde hispanophone. Donc, j'ai toujours effectué des lectures en parallèle en français et en espagnol. Eh bien là, ça, c'est une œuvre majeure, colossale, comme vous le dites, assez particulière. Beaucoup de choses ont été dites au sujet de cette œuvre-là. D'abord, il y a une chose que je peux dire là-dessus, c'est que je m'attache souvent aux écrivains, aux personnages, avant de m'aventurer dans leur œuvre. Oui, je pense que c'est une façon de faire. Et puis, Cortázar m'avait toujours intrigué, intéressé. Comme moi, c'est un grand passionné de jazz. Et puis, un grand amant aussi, un grand défenseur de la littérature latino-américaine. C'est dans le contexte du boom latino-américain, du boom littéraire. Tous ces écrivains, dans la solitude assez particulière de l'exil et aussi dans la pauvreté, ont écrit des bouquins qui ont été repris par des petites maisons d'édition, qui ont eu un succès incroyable, repris ensuite par des grandes maisons d'édition. Et puis, parce que les gens, pour la première fois en Amérique latine, des millions de personnes lisaient des auteurs latino-américains, Carlos Fuentes, Garcia Marquez et tous les autres. Alors voilà, Rayuela, ça veut dire donc marelle. Et puis, c'est une lecture particulière parce que dès le départ, vous le voyez ici, dans les premières pages, on se rend bien compte qu'on est face à un labyrinthe. Et il y a ni plus ni moins une carte qui nous guide dans tout ça. L'auteur, donc, Cortázar, nous suggère un parcours dans ce labyrinthe-là. Il dit, il nous suggère de débuter par le chapitre 73, suivre avec le chapitre 1, 2, le chapitre 116, 3, 84, 4, ainsi de suite. C'est plusieurs dizaines de chapitres, courts, parfois plus longs, pour terminer avec le chapitre 131. Alors, il veut finalement
proposer au lecteur une lecture active, mais il dit, vous pouvez aussi le lire de façon conventionnelle, du début à la fin. Et dans l'ordre ou le désordre. Dans l'ordre ou le désordre, mais partout. Lui propose un ordre de lecture. C'est ça, au hasard, parce que il joue beaucoup avec la notion de hasard, tout en calculant finement les choses. On retrouve les deux personnages principaux, Oliveira et La Maga. C'est un couple à Paris. Lui est argentin. Et puis, on les suit un peu dans leurs aventures. Et comme dans tous les bouquins de Cortázar, ce qu'on propose notamment, c'est de contester, comment je pourrais dire, la notion de réalité au quotidien, d'aller vers l'envers des choses constamment. Et donc, dans ces deux personnages-là, on les suit donc, au quotidien, oui, mais aussi à travers tout leur délire, si on veut, cette langue qu'ils ont créée, le Giglico, qui est une langue fictive, mais qui concerne strictement l'univers de leurs ébats amoureux, érotiques. Donc, c'est super intéressant comme démarche. Évidemment, il faut se rappeler, on est en 1961-62, dans un contexte où certaines initiatives pouvaient paraître plus audacieuses qu'elles ne l'auraient été à l'heure actuelle. Alors ça, c'était une lecture qui m'a beaucoup marqué. Vous nous amenez ensuite dans l'univers d'un poète, Carlos Drummond de Andrade, que je ne connaissais pas avant avant que vous en parliez. Donc, c'est une lecture qui correspond à quelle période de votre vie? Je dirais la fin de l'adolescence. Oui, l'adolescence tardive, là, quand la vie adulte commence à se profiler à l'horizon. Et puis, c'est surtout, ça correspond avec ce coup de foudre absolument, comment je pourrais dire, soudain que j'ai eu. C'est toujours soudain, un coup de foudre de toute façon, avec le Brésil. Mais vraiment, une histoire d'amour qui se poursuit encore avec le Brésil et qui, selon moi, ses racines dans une vie antérieure. Mais je ne commencerai pas avec ça, à vous en dire plus là-dessus. Mais le Brésil, ben voilà, c'est à travers ses auteurs, sa musique et ensuite son peuple que je l'ai découvert. Mais Carlos Drummond de Andrade, c'est un grand poète, souvent considéré par plusieurs comme un des poètes nationaux du pays. Si vous avez la chance et le bonheur d'aller à Rio de Janeiro, vous allez voir une magnifique statue de ce monsieur qui a eu une vie très simple, en apparence, fonctionnaire, rangé, et en apparence, physiquement, sa physionomie, il n'y a rien de marquant. Cortázar était grand, les cheveux longs, la grande barbe, avec une présence très forte. Drummond de Andrade au Brésil est très, très effacé, mais une littérature, une poésie qui a marqué le Brésil, s'inscrit dans le courant moderniste, donc avec plusieurs aspects à sa poésie. Le modernisme brésilien, c'est à l'époque des années 20-30 où certains ont commencé à décloisonner la façon d'écrire en général. Dans le domaine de la poésie, ça a donné lieu au concept de vers libre, une façon plus spontanée d'écrire. Et lui, c'est ça, c'est autant le quotidien, autant une poésie sociale qu'une poésie aussi un peu métaphysique. Et puis c'est ça, j'en parle de façon très rationnelle et cartésienne, mais c'est avant tout cette lecture-là, quelque chose qui a beaucoup à voir en ce qui me concerne en tant que lecteur, plutôt à voir avec les tripes, avec les émotions. Ça m'a vraiment transporté. Et puis cet amour infini que j'ai pour la langue portugaise, c'est un des rares livres que j'ai lu plus souvent qu'autrement à voix haute, plutôt que dans le silence. Alexis Delancert, merci beaucoup. Je peux en dire plus si vous voulez, mais le temps file. Hein? Ça a été très inspirant comme rencontre. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. Martin Michaud est avocat, scénariste et écrivain. Son premier roman, Il ne faut pas parler dans l'ascenseur, a remporté le prix Coup de cœur de Saint-Pacôme. La Chorale du Diable, son deuxième roman, a remporté le prix du meilleur roman policier de Saint-Pacôme et a été couronné du prix Arthur Ellis. Martin Michaud est considéré par la critique comme le nouveau maître du roman policier québécois. Il travaille présentement à l'écriture de son troisième roman et à la scénarisation de ses œuvres pour la télévision. Martin Michaud, bonjour. Allô. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, vous nous parlez aujourd'hui de 3 lectures marquantes, 3 livres qui ont vraiment été significatifs dans votre parcours de lecteur. Oui. Dans mon parcours de lecteur, dans mon parcours d'écrivain aussi, je dirais. Bien, pour moi, un livre marquant, c'est... les gens qui ont vécu l'assassinat de Kennedy se souviennent à quel endroit ils étaient quand c'est arrivé. Moi, je me souviens, le 11 septembre 2001, où est-ce que j'étais, qu'est-ce que je faisais précisément. Et ces livres-là dont je vais parler
j'ai ce même genre de souvenir-là, c'est-à-dire que ça a été vraiment un événement dans ma vie. Alors, le premier, c'est Robert Ludlum, la mosaïque Parsifal. J'avais, au bas mot, 11 ans quand j'ai découvert Robert Ludlum. Je jouais au hockey dans une équipe Pee-wee. Et puis, à la fin de l'année, tu sais, il y a toujours ce moment où on se réunit avec les parents, les coachs, puis là, on te donne une espèce de trophée boboche. Et puis, il y avait une table avec des cadeaux et tout le monde avait un numéro. Puis moi, évidemment, j'ai comme été le dernier à pouvoir sélectionner un des cadeaux qu'il y avait sur la table. Et là, il y avait toutes sortes d'affaires qui paraissaient super cool, tu sais, des jeux électroniques, etc. Pour un petit garçon de 11 ans, quand même. Ben oui, c'est ça, les jeux électroniques de l'époque, qui étaient dans le fond, c'est un curseur que tu peux faire bouger comme ça. Mais il restait un livre sur la table, c'était la mosaïque Parsifal. Tu sais, c'est pas un titre super évocateur pour un gars de 11 ans. Et j'ai ramené ça à la maison. Puis là, à l'époque, j'étais déjà un bon lecteur. J'aimais beaucoup Bob Moran. D'ailleurs, le premier roman que j'ai lu au complet dans ma vie, c'était un Bob Moran. Ça s'appelait Alias MDO. Je trouvais que la fille sur la couverture était cute. Fait que je sais pas si ça m'a... Mais bref, je me mets à lire quelques pages de Robert Ludlum. Paf! Ça a été vraiment une révélation complètement choc. Et Robert Ludlum, c'est une incursion incroyable dans un univers que je ne connaissais pas, les services secrets américains. En fait, la scène initiale est assez percutante. C'est un homme qui s'appelle Michael Havelock qui travaille pour la CIA et il assiste à l'exécution de son amoureuse sur la Costa Brava en Espagne. Et finalement, quelques jours... Assez dramatique comme ouverture. Vraiment, et bon, évidemment, son amoureuse, on l'a convaincu que son amoureuse était une agente du KGB, les méchants russes à l'époque. Et quelques jours plus tard, à Rome, il croise une femme sur un quai et c'est elle. Mais très rapidement, il ne peut pas lui parler. Ou en tout cas, du moins, il a l'impression que c'est elle. Et tout le livre, ça va être sa quête pour essayer de la retrouver, de comprendre ce qui s'est passé et évidemment qui les a mis dans cette situation-là. Alors, vous nous parlez maintenant de Virgile Georgiou, un auteur roumain, la 25e heure. La 25e heure. Complètement différent là, comme tout à fait différent. Encore une fois, je me rappelle très bien, la 25e heure, j'ai commencé à lire ça, c'est en fait ma belle-mère de l'époque qui me dit à un moment donné, parce que bon, elle savait que je m'intéressais à la littérature, me dit, écoute, il faudrait peut-être que tu lises ça, la 25e heure. C'est un Roumain qui a écrit ça, Virgile Georgiou, c'est un roman qu'il a écrit en 1949. Je dis, ouais, OK. Finalement, je pars en vacances. Puis à l'époque, ma petite fille, qui a maintenant 14 ans, avait 1 an. On s'en va en vacances dans le sud de la France, à Collioure. Puis on arrive là, puis le premier soir, on s'installe. Puis à un moment donné, bang, je sors ce roman-là. Alors, je peux pas vraiment parler de Collioure parce que je suis pas sûr que j'ai vraiment porté attention. Tellement j'ai été happé par cette histoire-là. Puis en fait, la 25e heure, c'est l'histoire d'un paysan roumain qui va passer à travers les camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale, mais vraiment avec une espèce d'inconscience puis de naïveté, comme si tous ces événements-là coulaient sur lui, ou n'avaient pas de prise sur lui. Et en même temps, on découvre évidemment toute la cruauté de la société de l'époque. Puis en fait, je prétends que c'est extrêmement actuel comme roman, même encore aujourd'hui. Et c'est ça, la société est rendue à la 25e heure. Hein. C'est donc l'heure du déclin et... La déshumanisation. La déshumanisation. Et ce qui est intéressant, effectivement, là-dedans, c'est qu'en filigrane, il y a toute une critique. Bon, en tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. C'est toute une critique du monde de l'industrialisation. Bon, à l'époque, évidemment, ça a été écrit en 1949. Alors, il ne s'agissait pas d'ordinateur, mais
il commençait à y avoir Mais de la la mécanisation, robotisation, peut-être ouais, un peu de robotisation. Et là, bon, évidemment, ça a eu un impact sur le marché du travail à l'époque. Alors, Georgiou décrit cet impact-là et la déshumanisation qui s'entraîne. Mais merci pour cette découverte. On passe maintenant à un auteur américain, Oui. Paul Auster, Monsieur Vertigo. Un livre qui tranche un petit peu peut-être avec le reste de sa production. Oui, mais j'ai choisi de parler de Mystère Vertigo parce que, puis en fait, j'en parlerai pas. Si vous le permettez, je vais vous lire un extrait. Parce Avec qu'après plaisir. avoir lu cet extrait-là, si jamais ça ne vous donne pas le goût de lire le livre, vous pourrez me couper la tête avec une hache. Et je suis prêt à vous mettre ça par écrit. J'avais 12 ans la première fois que j'ai marché sur l'eau. L'homme aux habits noirs m'avait appris à le faire et je ne prétendrai pas avoir pigé ce truc du jour au lendemain. Quand maître Yehudi m'avait découvert, petit orphelin mendiant dans les rues de Saint-Louis, je n'avais que 9 ans. Et avant de me laisser m'exhiber en public, il avait travaillé avec moi sans relâche pendant 3 ans. C'était en 1927, l'année de Babe Ruth et de Charles Lindbergh, l'année même où la nuit a commencé à envahir le monde pour toujours. J'ai continué jusqu'à la veille de la grande crise et ce que j'ai accompli est plus grand que tout ce dont auraient pu rêver ces deux cracks. J'ai fait ce qu'aucun Américain n'avait fait avant moi, ce que personne n'a fait depuis. Maître Yehudi m'avait choisi parce que j'étais très petit, très sale, tout à fait abject. « Tu ne vaux pas mieux qu'un animal, m'avait-il dit, tu n'es qu'un bout de néant humain. » Telle fut la première phrase qu'il m'adressa, et bien que 68 années se soient écoulées depuis ce soir-là, il me semble encore entendre ces mots dans la bouche du maître. « Tu ne vaux pas mieux qu'un animal. Si tu restes où tu es, tu seras mort avant la fin de l'hiver. Si tu viens avec moi, je t'apprendrai à voler. »« Personne ne peut voler, monsieur, répliquai-je. Il n'y a que les oiseaux qui volent, et je ne suis pas un oiseau, c'est sûr. »« Tu ne sais rien, fit maître Yehudi. Tu ne sais rien parce que tu n'es rien. Si je ne t'ai pas appris à voler avant ton 13e anniversaire, tu pourras me couper la tête à la hache. Je te mettrai ça par écrit si tu veux. Si je manque à ma promesse, mon sort sera entre tes mains. » Alors, je mets au défi quiconque a entendu ça de ne pas avoir le goût de lire Mr. Vertigo. Un très grand Paul Auster, oui, oui, oui. Bien, merci beaucoup, Martin Michaud, d'avoir accepté Avec notre grand plaisir. invitation et ces découvertes. Merci beaucoup. Et bon été. Bon été. Merci. Des mots pour